je suis psychologue spécialisée dans les usages numériques, je dirais même plus, et les impacts finalement que le numérique peut avoir sur les individus, sur la société, sur la pédagogie, la thérapeutique, la cognition, etc. J'ai plutôt commencé par les questions liées au jeu, parce que je suis beaucoup plus spécialisée dans le jeu vidéo au départ, et que le jeu est assez central finalement dans nos pratiques aujourd'hui. Donc je suis partie du principe que si Freud était encore en vie aujourd'hui, il utiliserait Mario Kart et la Wii avec ses patients, parce que finalement le jeu vidéo est un média assez exceptionnel. Le jeu, c'est quelque chose qui est fondamental dans la construction d'un enfant. Dès les premières semaines de la vie, l'enfant va jouer avec son corps, avec sa salive, avec sa bouche, avec sa couche, avec tout ce qu'il va avoir à sa disposition. Et c'est finalement justement grâce au jeu que l'enfant va se construire, que ça va lui permettre de mettre à distance ses différentes frustrations et de pouvoir intégrer la réalité ou de pouvoir différer ses angoisses. Un enfant qui pleure parce qu'il a besoin du sein ou qu'il a besoin de son biberon, si ça n'arrive pas immédiatement, il va se mettre à jouer pour compenser. C'est sa manière à lui d'intégrer justement ces différentes informations de la réalité qui, quoi qu'il en soit, va revenir systématiquement. Ce qui est important dans le jeu, finalement, c'est de faire une certaine distinction entre plusieurs termes. Et en français, on n'a qu'un seul verbe, jouer, alors qu'en anglais, on va employer le mot gaming ou le mot playing. Le gaming, c'est le jeu qui comporte des règles, des contraintes, des objectifs, qui est un peu notre jeu d'adulte à nous. Les enfants, ils ne le comprennent pas. Parce qu'un enfant, il joue de manière évolutive. Son jeu, il va changer en fonction de la feuille qu'il trouve par terre, du petit trou qu'il y aura dans la rue, des différents éléments qu'il va pouvoir rencontrer sur son chemin. Et ça qui est important finalement dans la construction d'un enfant, c'est de voir que son jeu, c'est vraiment l'activité de jouer en tant que telle qui lui permet de mettre à distance un certain nombre d'angoisses. Donc finalement, quand on joue, on fait toujours comme si. On sait très bien que le jeu n'est pas une réalité, mais c'est ça qui va nous aider à avancer. Et finalement, tout au long de notre vie, on va continuer à jouer en fonction des jeux qu'on aura mis en place dans notre toute petite enfance. Le jeu qui sert vraiment à accepter la réalité, à mettre à distance ses frustrations, mais à accepter la réalité. C'est le principe d'un enfant qui va jouer avec ses cubes, qui va se sauter dessus, qui va tout casser. On va se dire, oh là là, c'est un futur psychopathe, moins de 3 ans, il faut l'identifier. Non, pas du tout. Un enfant tout petit, quand il saute sur des cubes ou qui déchire ses livres, c'est sa manière à lui de se réapproprier la réalité. De voir justement si une fois que le livre est déchiré, il peut se reconstruire tout seul. Malheureusement, non. Et ça, il va l'intégrer tout petit. Quand il fait son château de sable qui s'envole avec le vent, il va avoir la possibilité soit d'intégrer que le vent a cassé son jeu, soit de le reconstruire au même endroit sans avoir pris en considération le paramètre, à savoir que le vent va de nouveau le casser ou que la mer va monter et ensevelir son château, etc., etc. Ça va être la manière en fait de l'enfant de pouvoir s'approprier le monde, de comprendre que le monde, quoi qu'il en soit, comporte de la réalité. Et même si justement il va s'aider du jeu pour réussir à avancer, la réalité reviendra toujours. Donc ça, c'est un élément sur lequel j'insiste beaucoup, parce que justement dans le jeu vidéo, on parle beaucoup de la confusion potentielle entre la réalité et la fiction, mais il n'y en a aucune. Et un enfant, même dès les premières semaines, déjà a une certaine conscience de son corps et de l'environnement et de son extériorité à cet environnement-là. Donc en vieillissant et en ayant intégré tout ça, il n'y a vraiment aucune possibilité de confusion. Ce qui est d'autant plus intéressant dans le jeu, c'est finalement qu'on se sert du jeu comme un espace dans lequel tout est possible. C'est le principe de l'enfant qui utilise ses doigts pour jouer aux gendarmes et aux voleurs. Il le sait très bien qu'il n'a pas un pistolet dans les mains. Il le sait très bien. Et on a tous vu comme ça des enfants qui allaient faire des choses un peu bizarres avec leur corps. On voit bien qu'ils savent qu'ils sont en train de jouer. Mais c'est extrêmement important justement pour pouvoir se conditionner par la suite, pour avoir une activité mentale finalement qui perdure intérieurement. Parce que si on ne joue pas, on n'a aucune activité mentale possible, on n'a aucune possibilité de savoir qui on est intérieurement. En fait, on serait sinon collé complètement à son environnement sans avoir à aucun moment une capacité d'être différencié. Pour savoir qu'on est un individu et que donc on n'est pas à l'extérieur,
on va être obligé de jouer. Et c'est pour ça que s'ennuyer, pour un enfant, c'est fondamental aussi. Si un enfant ne s'ennuie pas, il ne met pas en place de jeu. S'il ne s'ennuie pas et qu'il ne joue pas, il ne peut pas se construire. Donc cet espace où tout est possible, finalement, on va le retrouver au fur et à mesure en vieillissant, d'autant plus à travers des jeux dans lesquels on peut aller tuer, voler, détruire un certain nombre de choses, parce que justement, on est dans le jeu. Dans la réalité, on ne le ferait pas forcément, parce qu'un enfant qui a compris qu'une fois qu'il a déchiré ses livres, ça marche plus aussi. Une fois que l'enfant a déchiré son livre et que il peut plus l'utiliser, ou qu'il a coupé les cheveux de sa Barbie et qu'il repousse pas tout seul, ou qu'il a mangé les pieds de sa Barbie, qu'est-ce qui se passe après? Le jeu, il est inutilisable. Et ça, l'enfant, comme il le sait bien, il va justement utiliser des jeux pour pouvoir mettre à distance ces pulsions destructrices, pour pouvoir mettre à distance un certain nombre d'éléments qui lui font violence intérieurement, hein, pour pouvoir transgresser un certain nombre de choses qu'il n'aurait pas le droit de transgresser dans la réalité. Et c'est là où le jeu, il va vraiment être essentiel pour pouvoir mettre à distance ces différentes choses, externaliser ces différentes pulsions, ces différents fantasmes, etc. Donc le jeu qui va être complètement amoral, un jeu comme GTA, dont on parle beaucoup, Grand Theft Auto, par exemple, dans lequel on peut tuer des piétons, voler des voitures, faire tout plein de choses qui paraissent complètement immorales et amorales, ça peut être extrêmement important pour certains individus qui justement ont besoin d'expérimenter leurs propres limites, qui ont besoin de savoir ce qu'il en est vis-à-vis d'eux-mêmes. Et il vaut mieux qu'on expérimente des choses dans un jeu plutôt qu'on les expérimente dans la réalité et que ce soit trop tard, parce qu'il y a des vraies conséquences dans la vraie vie, alors que dans un jeu, le fait qu'on ait plusieurs vies, qu'on puisse recommencer, qu'on ait le droit à l'échec, qu'on ait le droit de persévérer, qu'on ait le droit de pouvoir faire tout plein de choses justement parce que c'est du jeu et qu'on sait bien que c'est du jeu et que c'est pour ça qu'on le fait, c'est quelque chose de très important. Parce que le jeu, il est sans risque, contrairement à la réalité. Donc le jeu, en premier lieu, le jeu vidéo, mais le jeu tout court, hein, c'est valable pour le Monopoly, pour le Rami, pour tout ce qu'on peut connaître comme jeu quotidien, c'est au départ du divertissement. Mais finalement, le jeu, en général, il est cathartique. Il aide à mettre à distance différentes choses qui peuvent nous perturber, qui peuvent je trouve pas le mot, qui vont nous mobiliser en tout cas intérieurement. Ce qui est intéressant, c'est de voir en général pourquoi on a choisi tel ou tel type de jeu. Pourquoi on a une appétence vers des jeux de société, justement, ou des jeux qui se jouent tout seuls, ou des jeux qui se jouent en groupe. Qu'est-ce qu'on va aller chercher, finalement, à travers ces jeux? Est-ce qu'on cherche à se suspendre dans le temps? Est-ce qu'on cherche à créer un lien social? Est-ce qu'on cherche à avoir des éléments de réponse extérieurs? Est-ce qu'on cherche à se cultiver? Est-ce qu'on cherche à patienter dans une situation où on est angoissé parce qu'on attend le coup de fil d'un petit copain ou d'un patron ou je ne sais pas quoi? En général, le jeu vient répondre à un certain nombre de questions qu'on ne se formule pas. Et ce qui est intéressant, c'est quand on est extérieur justement au jeu de quelqu'un, c'est de se dire, tiens, pourquoi il est en train de jouer? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Pourquoi avoir utilisé ce jeu-là et pas un autre? Pourquoi avoir été vers un jeu de zombies ou plutôt vers un jeu représentant la forêt? Ou pourquoi un jeu qui ne ressemble en rien à la réalité? Ou pourquoi au contraire des jeux de simulation qui vont être très proches de nous? Tout ça, ça va être des éléments qui vont être extrêmement importants et primordiaux pour pouvoir comprendre justement ce que l'autre est en train de mettre en place, en fait. Que ce soit à travers l'écran ou que ce soit à travers un jeu de société. Hein. On est finalement sur les mêmes mécaniques où on externalise ce qu'on est à l'intérieur de soi. Donc, quand on regarde quelqu'un jouer ou quand on regarde quelqu'un évoluer sur les réseaux sociaux ou sur Internet, en fait, on a des éléments très précis sur ce qu'est la personne dans son fonctionnement interne. Donc, finalement, on pourrait résumer Qu'est-ce que j'ai fait ? On pourrait résumer le jeu à « dis-moi comment tu joues, je te dirai qui tu es ». Ou « dis-moi à quoi tu joues et je te dirai qui tu es ». Parce que le jeu, c'est un vrai miroir, finalement, de soi. Et c'est à travers le jeu qu'on va justement se construire, comme je vous disais il y a quelques minutes. Le fait de pouvoir jouer avec soi-même, jouer avec ses propres limites, jouer avec un environnement narratif, jouer avec un environnement qui ne nous ressemble pas, jouer avec un avatar auquel on va faire porter des bouts de soi. Tout ça, ça va être des éléments qui sont extrêmement importants
par rapport à sa propre identité, pour pouvoir justement se permettre de savoir qui on est, ou de s'approcher de plus en plus de ce vers quoi on a envie de tendre, ce qu'on aimerait être mais qu'on ne peut pas être, parce qu'il y a justement la réalité, ou de travailler ces différentes difficultés relationnelles ou autres. En tout cas, c'est extrêmement important finalement de pouvoir se raconter des histoires, et le jeu, il apporte beaucoup ça. Parce que finalement, un jeu, c'est se raconter quelque part une histoire. C'est se laisser l'opportunité à soi-même de se raconter autrement, en étant identifié à un personnage auquel on a envie de ressembler, ou d'être identifié à un personnage qui ressemble à la personne qu'on déteste le plus dans sa vie, mais qu'on a besoin de réussir à comprendre, sans forcément pouvoir se le formuler comme ça. Donc tout ça, c'est des choses qui sont très importantes. De la même manière que si on raconte des contes aux enfants, c'est pas pour rien. C'est Bettelheim qui avait écrit un livre génial qui s'appelle « Le psychanalyse des contes de fées », qui explique complètement ces différentes figures finalement positives et négatives qui sont essentielles dans la construction d'un enfant. L'enfant, il a besoin de s'identifier à une gentille princesse et un gentil prince, et de pouvoir mettre à distance tout ce qui l'angoisse à travers les figures de la mauvaise fée, des méchantes personnes qui finalement finissent toujours mal dans les contes de fées, puisque le but, c'est quelque part de boucler la boucle et d'aider l'enfant à avoir mis à distance tous ces conflits. Donc le fait de pouvoir se raconter comme ça, à travers un jeu, à travers une histoire, à travers une histoire interactive, c'est des choses qui sont très importantes. Donc, je vais vous parler de l'avatar, mais l'avatar, c'est quoi ? C'est un représentant de soi. Donc ça peut être tout à fait un petit pion qu'on va choisir comme ça en début de partie. On va prendre le pion bleu, on va prendre le pion violet. C'est le principe du jeu de Monopoly, où on a son petit pion et puis finalement à un moment on doit aller en prison sans passer par la case départ et sans gagner 10 000 francs. Ça nous traumatise à ce moment-là. Il y a une partie de nous qui le vit extrêmement mal. On va en prison, c'est horrible. Notre pion va en prison, c'est horrible. Pourquoi on le vit mal alors que finalement c'est pas nous ? Et ça ne ressemble en rien, et on s'est à peine identifié à ce personnage-là, on n'a quasiment rien vécu avec ce petit pion-là. Mais pourtant, il y a une part de nous qu'on a mise justement sur la table, il y a une part de nous qu'on a mise à distance et qu'on a mise en tout cas dans ce pion-là. Et c'est ce mouvement-là qui va être intéressant à décrypter dans tous les cas, en fait, dans toutes les situations de jeu, puisque justement, il y a quelque chose qui vient nous toucher, nous, qui vient taper sur une corde sensible. Donc plus on va customiser un avatar, plus on va customiser une figurine, plus on va la rendre similaire à nous, ou qu'on va lui faire porter des éléments de nous, plus on va avoir un attachement qui va devenir fort. Et c'est le principe, après, des avatars qui sont extrêmement évolués, comme l'avatar tout à droite que j'ai mis là, c'est un avatar de World of Warcraft, un jeu qui est considéré comme les plus addictogènes sur le marché. On va faire porter à ces avatars-là énormément de choses. Il va y avoir une grosse différence, par exemple, entre quelqu'un qui va développer l'apparence au maximum de son avatar pour faire un avatar extrêmement beau et esthétique, et quelqu'un qui va développer son avatar avec des compétences techniques, avec des pouvoirs magiques de plus en plus forts, avec des équipements de plus en plus forts. Juste au niveau de la psychologie de la personne, on va avoir déjà 2 types de profils extrêmement différents. Et on ne peut pas faire les deux en même temps, en fait, puisque quand on va faire des quêtes, pour réussir à avoir des éléments qui sont jolis ou des éléments puissants, on ne pourra pas faire les 2 quêtes en même temps, en fait. Donc, le fait de pouvoir questionner quelqu'un, de pouvoir questionner un enfant, un adolescent ou un adulte sur quel type d'avatar il a, quel type de fonction il a choisi dans le jeu. Est-ce qu'il est plutôt voleur? Est-ce qu'il est soigneur? Est-ce qu'il est tank? Donc, ça veut dire qu'il encaisse les coups. Quelle est la posture qu'il a choisie dans le jeu? Pourquoi il accepte les règles et la hiérarchie dans un jeu vidéo alors que dans la vraie vie, il ne l'accepterait pas? Pourquoi est-ce qu'il va plutôt se fixer sur l'apparence alors que c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent et de brillant, ou vice-versa? Ça va être énormément de choses qui vont pouvoir nous donner des détails en fait, sur la psychologie de la personne, sur ses failles, sur ses fonctionnements internes, etc. Le fait de pouvoir questionner aussi la personne sur son pseudo. Parce qu'en général, quand on joue avec un avatar, on a un pseudo. Ça va être aussi très, très intéressant. Parce que c'est jamais lié à rien. On ne choisit jamais un nom pour rien.
Et même quand on joue au rami, on va quand même choisir souvent un pseudo parce qu'il faut bien marquer son nom. Donc que ce soit son prénom avec juste une lettre ou que ce soit son prénom en raccourci, on va soi-même se donner un petit surnom. Et la manière dont on va investir ces surnoms-là vont être aussi extrêmement importants. Donc si vous voulez avoir des réponses à vos questions concernant quelqu'un qui est en train de jouer, posez-lui des questions sur son avatar, sur à quel type de jeu il est en train de jouer, pourquoi il y joue, avec qui il y joue, comment, quel est son pseudo. Et là, vous aurez déjà une demi-journée de discussion devant vous avec quelqu'un qui sera intarissable, qui fera un monologue sur sa propre vie sans qu'il se rende compte qu'il est en train de parler de lui. Et ça peut être un moment extrêmement important parce que quand on se retrouve en conflit avec plus aucun point d'entrée dans la discussion, parler du jeu vidéo avec un enfant ou un ado ou un adulte, c'est magique. Parce que vraiment, on vous raconte des choses sur soi sans à aucun moment s'en rendre compte. Donc là, je vous parle des jeux. Mais finalement, quand on parle des jeux vidéo, de quoi on parle ? On a tellement de types de jeux et de modes de jeu différents que c'est important de pouvoir savoir justement quelle est la mécanique de chacun de ces jeux. Donc là, je ne vais pas vous faire tout, je ne vais pas vous passer en revue tous les types de jeux qui existent parce que je n'ai pas le temps et que c'est pas forcément le sujet. Mais un jeu vidéo, de base, c'est donc le gaming. C'est des règles, c'est des contraintes, c'est des objectifs, c'est des éléments perturbateurs qui font que finalement notre stratégie elle est réajustée en permanence. Puisque même un jeu très simple comme Mario, quand on doit aller d'un point A à un point B, il va y avoir d'un coup un petit élément perturbateur qui va arriver, qui va faire qu'on va devoir s'arrêter dans son mouvement cognitif, sauter sur le personnage, sauter sur une tortue, sauter sur quelque chose qui va faire qu'on va être tout le temps dans l'interaction et qu'on va toujours avoir notre cerveau branché. Et donc je vous dis ça pourquoi ? Parce qu'on a l'impression qu'un joueur de jeux vidéo est toujours qui s'abrutit, faut bien dire les mots tels qu'ils sont, alors qu'en fait, concrètement, on ne peut pas perdre de neurones quand on est en train de jouer, on ne peut que développer des compétences, soit rester telles quelles, soit continuer à en développer. Parce que finalement, pour faire l'action la plus simple dans un jeu vidéo, on est obligé de penser quel est le résultat qu'on va vouloir mettre en place dans l'écran. Il faut que notre cerveau il se coordonne avec notre main, que notre main elle aille toucher au bon endroit, la bonne touche du clavier, le bon endroit de la souris. Est-ce que c'est un clic gauche ? Est-ce que c'est un clic droit ? Et ensuite, faire l'action secondaire qui va arriver pour réajuster la stratégie, etc. Donc finalement, et là, je ne rentre pas dans les détails, mais d'un point de vue cognitif, on est en permanence en train de faire fonctionner ces différentes fonctions cognitives, que ce soit la mémoire, l'abstraction spatiale, la concentration, l'attention, la planification stratégique. En général, on est sur ces types de fonctionnements-là et la psychomotricité fine, bien sûr. Un jeu vidéo, en plus, c'est quoi ? C'est donc une histoire, comme je vous disais tout à l'heure. Peu importe qu'elle soit bête et méchante ou qu'elle soit extrêmement évoluée, on nous fait toujours rentrer dans un jeu avec une histoire. Ça pourrait commencer par « on dirait que » comme une histoire d'enfant. Ce serait pareil, en fait. Si on prend un jeu comme Angry Birds, l'histoire en tant que telle, c'est des cochons verts méchants qui ont été volés les œufs des gentils oiseaux. Donc les oiseaux sont en colère. Angry Birds. Donc c'est ça qui justifie le fait que derrière on aille tuer des cochons. Mais on ne nous dit pas en tant que tel vous allez tuer des cochons. On vous dit vous allez gagner des points parce que vous allez avoir cassé des échafaudages. Ce jeu-là, il est conseillé à partir de 7 ans. En tant que tel, il ne fait aucun mal à personne. Et concrètement, en termes de planification stratégique, on doit tirer sur une catapulte avec un oiseau et ajuster son tir avec précision pour gagner le plus de points possible. Donc stratégiquement et au niveau de l'abstraction spatiale, on a donc toute une ligne de tir, donc on fait de la physique, on fait des mathématiques, on met en place tout plein de choses au niveau de nos différents processus cognitifs. Ça, c'est le premier point. Fondamentalement, si on décortique la mécanique sous-jacente, on est uniquement dans de la destruction. On doit casser des échafaudages et tuer des cochons. Le problème dans les jeux vidéo, c'est que finalement, comme il n'y a pas de sang, qu'on n'a pas de corps mort, parce que le cochon, il disparaît, il éclate, il disparaît, ce sera un jeu conseillé à partir de 7 ans. Sauf que finalement, on mettrait du sang, on mettrait un corps mort, on mettrait l'armée américaine autour et des tanks ou je ne sais pas quoi, on serait tout de suite dans un jeu
conseillé à partir de 16 ans. Donc, je vous invite à avoir une vigilance justement par rapport à tout ce que vous pensez en apparence être un jeu violent ou être un jeu bien pour un enfant, parce qu'au final, tout ça, ce ne sont que des détails qui ont été identifiés par PEGI, le Pan-European Game Information. C'est une norme européenne qui dit qu'à partir de tel contenu, de tel... Enfin, si jamais il y a un tout petit peu de sang ou qu'on met des éléments un tout petit peu violents comme ça en surcouche visuelle, on va être considéré comme pas bon pour les enfants. Mais finalement, un jeu comme Angry Birds va pas forcément être si bien que ça, parce qu'on est vraiment dans de la destruction unique. On reconstruit rien derrière, on est uniquement dans une mécanique violente finalement. Alors je dis pas qu'il faut pas y jouer, et je dis pas que c'est pas bien, hein. Je vous dis juste, attention, finalement, si on décortique la mécanique qui est en dessous, qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce que l'enfant il est en train de mettre en place comme mécanisme, s'il est en train de jouer compulsivement à ce type de jeu en cassant des échafaudages. Donc c'est juste, posons-nous des questions sur les différentes mécaniques et pas sur la surcouche graphique ou sonore. Parce que finalement, c'est accessoire, ces surcouches-là. C'est vraiment juste du visuel. Et le même jeu, il va nous faire une impression totalement différente en fonction des couleurs qu'on y aura mises, en fonction de la bulle sonore qu'on aura mise autour, en fonction de comment on aura amené les choses en termes de narration. Mais la mécanique sous-jacente, elle, on n'en parle pas et on n'y prête pas attention. Alors que c'est vraiment la mécanique qui est fondamentale. Donc, je vais juste vous parler très rapidement de quelques jeux. Et un jeu comme Minecraft, par exemple, c'est un jeu qui est passionnant parce qu'il est moche. Donc déjà, c'est rassurant, parce qu'on n'est pas dans la course technologique à des graphismes à n'en plus finir qui vont nous ressembler, qui vont être proches de nous. Non, au contraire, c'est un petit pixel, ce sont des cubes carrés, c'est très moche. Donc, c'est rassurant. Ce jeu-là, aujourd'hui, c'est un des jeux qui est le plus joué par les 6e et les 5e actuellement, donc par les gamins de 11, 12, 13 ans, on va dire. Et même aujourd'hui, c'est tellement à la mode qu'un jeune qui ne joue pas à Minecraft, il a un peu raté sa vie, quoi. Minecraft, c'est un jeu bac à sable. On peut tout faire. On peut entièrement déconstruire le monde qu'on a à notre disposition, mais on a quasiment toujours l'obligation de reconstruire derrière. Et moi, c'est ça comme mécanisme que je trouve très intéressant. Parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut. On peut soit aller se balader dans un univers moche, mais ça nous appartient. Soit on peut aller se construire une maison en allant creuser dans la terre et en allant apprendre quels sont les différents matériaux auxquels on est confronté. Parce qu'on est obligé, pour pouvoir construire des choses dans Minecraft, d'aller récolter un certain nombre de pierres, un certain nombre de matériaux comme le fer, le diamant, etc. Donc, il va falloir qu'on creuse de plus en plus en profondeur et il va falloir qu'on s'approprie les différents mots, qu'on sache finalement à quoi ça correspond, avec quel type de matériaux on va pouvoir les casser, parce que pour pouvoir casser du diamant, il va falloir avoir une hache avec une certaine spécificité, etc. Donc finalement, un gamin qui va jouer à ça, il va développer énormément de connaissances et de compétences. Qu'il s'agisse donc d'aller creuser sa maison comme un ermite tout seul parce qu'il aura besoin de se faire une maison rassurante, très maternelle, comme ça, très en profondeur, ce sera un certain type de psychologie. Comme on va voir des gens qui vont faire des maisons dans les arbres, qui vont faire des maisons dans les montagnes, et pareil, ça va nous donner d'autres éléments. On ne va pas faire les choses de la même manière, et donc ça sera toujours pour des raisons différentes. Et ce qui va être intéressant, c'est à chaque fois de se demander subjectivement pourquoi la personne elle va avoir fait telle ou telle chose. Après, un jeu comme Minecraft, il y a un mode où on se tape dessus. Donc celui-là, j'en parle pas parce que c'est pas le mode que je trouve intéressant. Et en général, les jeunes jouent dans le mode créatif et pas dans le mode où on se tape dessus. Donc voilà, mais bon, si jamais ils jouent en mode qui se tape dessus, mon propos n'est pas forcément valable. Mon propos, il est vraiment sur le mode créatif. Ce qui est passionnant dans un jeu donc, comme Minecraft, c'est que si vous tapez dans Google Minecraft et n'importe quel nom de monument au monde, vous verrez qu'il y a au moins une centaine de réalisations différentes de n'importe quel monument au monde. Donc là, je vous ai mis en exemple Notre-Dame. Mais donc, il y a n'importe quel monument
qui va avoir été reconstruit par une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine de personnes. Des fois, c'est juste des gamins qui, tous les soirs, se retrouvent pendant 1 heure ou 2 heures à aller reconstruire un monument. Des fois, c'est pendant 48 heures, ils vont mettre en place ce qu'on appelle une game jam, donc en français, une bataille en concours de création, en fait. Et à la fin du week-end, tout le monde va projeter ses œuvres sur un vidéoprojecteur, sur un écran, et on va aller voter quelle est la plus belle création. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est finalement de voir que pour reconstruire le Louvre, pour reconstruire Notre-Dame, pour reconstruire les cités byzantines ou tout ce que vous pouvez trouver sur Minecraft, ça demande une compétence, ça demande des connaissances, ça demande de savoir lire un plan. Ça demande d'avoir un certain recul sur l'architecture, d'avoir des connaissances justement en termes de matériaux. Parce que si vous voulez que ça ressemble à ce que vous voulez construire, vous pouvez pas, c'est pas Photoshop, hein, vous pouvez pas changer la couleur de la pierre si vous vous êtes trompé au départ. Non, il faudra aller prendre le bon matériau qui correspondra à la bonne situation. Donc finalement, c'est passionnant ce qu'on va pouvoir faire. Et ce qu'on peut décrypter en termes de compétences et d'apport en fait, de ce type de jeu. Parce qu'un gamin qui va passer des heures à vouloir reconstruire Notre-Dame, si vous lui posez des questions derrière, vous vous rendrez compte à quel point il a creusé la situation. À quel point finalement ça a demandé de la collaboration, de la cooptation, de la solidarité entre membres pour pouvoir avoir réussi à faire ça. Ça va demander des compétences en mathématiques et en physique pour avoir pu faire de la mise à l'échelle. Parce que sans mise à l'échelle, on ne fait rien. Ça va avoir demandé tout plein de compétences. Donc vraiment, Minecraft, c'est un jeu que je trouve passionnant parce qu'on peut jouer à tout ce qu'on veut avec ce jeu. Le seul problème et le seul bémol que j'émettrais par rapport à Minecraft, c'est qu'il a été racheté par Microsoft depuis 2 semaines à 2 milliards de dollars. Et que donc là, on est en train d'instrumentaliser ce jeu qui justement marche trop bien chez les jeunes. Donc bon, je ne sais pas ce que ça va donner par la suite, alors qu'il devait rentrer dans le domaine du libre et que finalement ça puisse être open source et qu'on puisse tous s'approprier ça parce que tomber dans le domaine public, hein, quelque part. Là maintenant, il y a une mainmise industrielle, donc bon, juste petit bémol comme ça. Mais un jeu comme Minecraft, c'est vraiment passionnant parce qu'on va pouvoir l'utiliser aussi bien en cours de technologie pour refabriquer le collège des jeunes dans une classe et mettre en place de la collaboration, mettre en place tout le programme pédagogique dans le jeu parce qu'on peut le faire sans difficulté, hein. C'est très facile en fait d'adapter les principes pédagogiques à ce jeu-là. On va pouvoir le faire avec ses enfants. Si une après-midi, on a envie on a été visiter la Tour Eiffel et qu'on a envie de continuer l'expérience qu'on a vécue ensemble, on va pouvoir construire la Tour Eiffel ensemble. Les parents vont pouvoir apporter les éléments extérieurs, la lecture du plan, aller chercher sur les bons sites, les bons plans, etc. On va pouvoir finalement tout faire. Si on se laisse un tout petit peu de créativité et qu'on se laisse aller à juste se dire qu'on a un potentiel, on a un outil de médiation en face de soi qui est extraordinaire en termes de facettes, on va pouvoir se les approprier et faire entièrement tout ce qu'on veut. Après, dans les jeux, j'en cite juste 3 comme ça. Parce que moi, ce qui m'intéresse le plus dans les jeux qu'on a à notre disposition aujourd'hui, c'est les jeux indépendants. Parce que c'est justement des jeux sur lesquels il n'y a pas une surcouche marketing, il n'y a pas tout plein d'enjeux qui ne sont pas forcément les bons à mon sens et qui apportent vraiment beaucoup de choses finalement. Et peu importe dans quel contexte on y joue, ce qui est important dans le jeu, c'est l'usage. Le jeu en tant que tel, il n'a aucune propriété. Il n'a aucune possibilité d'interagir tout seul, le jeu. C'est que l'usager qui va, lui, avoir une action sur le jeu et qui va décider de quel va être son objectif et de ce qu'il va pouvoir en faire. Donc c'est vraiment des jeux avec lesquels on peut faire beaucoup de médiation. Ça peut être de la médiation thérapeutique, parce que par exemple, un jeu comme Fez, qui est en haut à gauche, c'est un jeu dans lequel on doit faire tourner le monde pour pouvoir avancer. Donc ça demande une énorme capacité d'abstraction spatiale. Si un jeune est en difficulté avec sa spatialisation, ce type de jeu-là va l'aider à travailler toutes ces problématiques-là sans qu'il s'en rende compte. Et c'est ça qui est intéressant vraiment dans le jeu, c'est que finalement l'apprentissage il est intégré. Si vous demandez à un gamin de se repérer sur une carte et qu'il sent en échec, il va s'énerver, il va plus vouloir, il va fermer ses portes en termes d'apprentissage. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes se sentent en difficulté par rapport à l'apprentissage, alors que là, un gamin sur un jeu, il va persévérer jusqu'à ce qu'il y arrive.
Et c'est surprenant de voir justement à quel point on est capable de persévérer, de continuer. Une fois qu'on a perdu à Tetris, si on n'avait pas atteint son objectif, on va recommencer compulsivement, sans s'en rendre compte en fait, parce qu'on va vouloir atteindre ces objectifs. Donc, on a des leviers, finalement, à notre disposition qui sont extrêmement intéressants. Donc un jeu comme Fez, d'un point de vue thérapeutique, par exemple, il peut vraiment travailler des choses qui sont extrêmement délicates. D'un point de vue éducatif, c'est un jeu dans lequel on ne meurt pas, on ne peut pas mourir, on ne perd même pas de vie. Quand on meurt, on recommence, c'est tout. On ne peut pas se taper dessus, on ne peut rien faire de mal. Donc moi, ça fait partie vraiment des jeux sur lesquels je ne vois strictement aucun danger, aucun risque, et que des compétences qui peuvent se développer. Et c'est fascinant parce que ça donne quasiment la nausée de faire changer le monde comme ça fait travailler l'oreille interne, etc. C'est très perturbant et finalement c'est génial parce qu'on se rend compte qu'on n'a plus forcément besoin de mettre à l'envers ces cartes routières pour pouvoir les lire, etc. Alors que c'était pas forcément le cas au préalable. Donc c'est assez rigolo en fait de se rendre compte que malgré soi, on apprend beaucoup de choses. Après le jeu à droite, là c'est Braid. Pareil, c'est un jeu dans lequel on ne peut pas mourir. Et c'est un jeu qui nous incite à revenir en arrière tout le temps, parce que finalement, il y a un certain nombre d'éléments qui vont être intemporels. C'est-à-dire qu'en fait, on va devoir revenir en arrière dans le temps, et donc mettre en place des actions dans le jeu, revenir en arrière et voir quels sont les éléments qui n'auront pas bougé, quels seront les éléments intangibles pour pouvoir résoudre des puzzles. En fait, chacun des niveaux sont des puzzles qui demandent beaucoup de réflexion. C'est un jeu qui demande quand même d'avoir un cerveau, vraiment Braid, et qu'un gamin n'est pas forcément capable de réussir tout seul. Et c'est ça qui est génial, c'est que finalement, ce type de jeu, ils vont demander quasiment à ce qu'on aille demander de l'aide à l'autre. Et qu'on se rend compte que finalement, à deux cerveaux, on s'en sort souvent mieux qu'avec un seul. Et donc, ça fait partie des jeux qui, en famille, sont extrêmement intéressants. Parce que justement, on n'est donc pas du tout dans le négatif et que c'est rassurant pour un parent, par exemple, de pouvoir se rendre compte que lui, il peut apporter la plus-value intellectuelle et que le gamin, il a la capacité physique de savoir jouer avec le matériel technologique, de savoir avancer dans un jeu, de savoir quelles actions il doit mettre en place pour les réaliser, sauf qu'il n'aura pas forcément toujours les clés, ni de compréhension, ni les clés culturelles, ni les clés en termes d'apprentissage. Donc ça fait partie vraiment des jeux qui sont très sympas à jouer en famille. Et après, le jeu que je vous ai mis en bas à gauche, celui-là, il est à partir de 5 ans, Botanicula. C'est un jeu d'énigmes en point and click, donc c'est-à-dire qu'on avance, on clique sur différents éléments, on a des détails et des indices qui sont amenés au fur et à mesure. Et pareil, un enfant de 5 ans, il va être un petit peu en difficulté tout seul quand même face à ce jeu-là. Mais un adulte qui va y jouer, il va trouver ça génial, parce que c'est un très bel univers. Donc c'est rassurant, ça donne envie, et c'est super d'avoir la sensation comme ça, d'avancer dans un jeu, de se cultiver sans forcément s'en rendre compte. Et parents et enfants, même tout petits, c'est un jeu qui va être très, très sympa. Donc, il y en a plein, des jeux indépendants avec lesquels on peut jouer en famille. Il y a beaucoup de jeux en gros titres aussi avec lesquels on peut s'amuser. Mais en tout cas, Botanicula fait partie des jeux très très bien. Et là même, cet éditeur-là, alors j'ai peur de dire une bêtise, donc je vais rien dire. Mais ce même éditeur-là, en tout cas, il fait que des jeux qui sont très très sympa sous forme d'énigmes, mais c'est jamais de l'énigme comme ça très simple, c'est de l'énigme où il faut se creuser la tête, il faut à un moment arrêter le jeu, recommencer, qui suscite un certain nombre de frustrations aussi. Bref. Pour prendre complètement le contre-pied de ce que j'étais en train de dire, il y a beaucoup de jeux qui sont incroyables et il y a beaucoup de jeux qui font grincer les dents. Et donc les jeux sociaux, pour moi, déjà, c'est pas des jeux, que je vous le dise. C'est des... Comment ? Pourquoi ? Bravo. Oui, c'est pas des jeux. C'est pas des jeux parce que c'est des jeux de frustration. C'est des jeux qui nous font rentrer dans le gambling. C'est-à-dire que c'est des jeux de hasard et d'argent. C'est ce qu'on appelle des free-to-play. Donc, c'est des jeux qui nous font croire que c'est gratuit, sauf qu'on doit passer notre temps à dépenser de l'argent. Et ces jeux-là ont extrêmement bien compris un principe dans notre société, c'est que le temps, c'est de l'argent.
Et comme on doit être efficace et productif, ce type de jeu-là nous disent, bon, ben, si tu veux que ta maison soit construite plus rapidement et que tu n'attendes pas 12 heures, tu peux payer, tu l'auras tout de suite. Un adulte, il est capable de différer. Il est capable de comprendre cette frustration-là. Il est capable de se dire, d'accord, je reviendrai plus tard, ce sera construit, ou tant pis, je perdrai ma culture de carottes, ou tant pis, je mettrai un réveil et je vais faire une stratégie, moi, avec moi-même, pour avoir la possibilité de jouer gratuitement. Mais un enfant, il ne peut pas faire ça. Et le problème, c'est que tous ces jeux-là, si on y joue sur Facebook ou en ligne, on n'est pas sur exactement les mêmes principes. Mais par contre, si on y joue sur tablette ou sur téléphone, en général, la case achat intégré est cochée par défaut. Et si on ne la décoche pas soi-même, eh ben, on a des très mauvaises surprises à la fin du mois, parce que c'est sur votre compte bancaire que c'est prélevé. Donc un jeu comme Clash of Clans, par exemple, qui est en haut à gauche, c'est un jeu qui fait un tabac chez les 8-10 ans. Et donc malheureusement, qu'est-ce qu'ils font les enfants? On leur demande s'ils veulent payer 1,60 €, 2 € ou 79 centimes par-ci ou par-là pour débloquer des choses, pour avoir des équipements en plus, pour avoir des bonus, etc. Et à la fin du mois, vous vous retrouvez avec 4 000 € qui ont été prélevés. Parce que 1 € par-ci, 1 € par-là, mais 25 fois par jour, l'enfant, il ne se rend pas compte que c'est de l'argent virtuel mais réel. L'enfant, on lui demande juste s'il veut payer. Ben, c'est comme au Monopoly, hein, il n'a pas l'impression que c'est du vrai argent, en fait. Et si on ne vient pas derrière faire irruption, finalement, là-dedans, si on ne vient pas faire tiers en expliquant à l'enfant ce que c'est que l'attente, ce que c'est que la frustration, ce que c'est que ce type de jeu aussi, et éventuellement expliquer le modèle économique qui est en dessous, on se retrouve potentiellement en grande difficulté. Parce que ce type de jeu, si on prend l'exemple de Candy Crush, c'est un jeu dont l'algorithme est fait pour que vous ne puissiez gagner que toutes les 6 ou 7 parties. Or, vous n'avez que 5 vies à votre disposition. Donc, il y a 2 solutions. Soit vous avez demandé plein de vies à vos copains avant, et dans ce cas-là, vous en avez en avance. Soit vous harcelez vos copains pour en avoir. Et dans ce cas-là, vous rentrez dans une demande et dans une dépendance à l'extérieur. Ça, c'est le premier point. Donc, vous allez pouvoir gagner toutes les 6 ou 7 parties. Donc, c'est sur de la frustration. Vous savez quasiment pertinemment en commençant à jouer à chaque niveau que vous n'allez pas pouvoir y gagner tout de suite. Et d'un coup, vous avez tous les bonus, tous les bonbons magiques, tout arrive comme ça, c'est génial, c'est merveilleux. Et ben, vous êtes reparti pour 3 ou 4 niveaux. Parce que vous avez été gratifié d'un coup d'une manière tellement extrême, en compensant tellement votre frustration, que vous allez continuer malgré tout. Alors que si vous n'aviez pas gagné à ce moment-là, ou si vous n'aviez pas eu tous les bonbons magiques qui vous faisaient emballer votre cœur comme ça, vous n'auriez pas continué. Et l'élément essentiel qui fait qu'on continue à un jeu comme Candy Crush, c'est la compétitivité sociale. C'est-à-dire qu'en fait, comme vous êtes sur une carte qui montre tous les avatars de vos amis Facebook qui jouent, vous êtes en course-poursuite après vos amis. Et il n'y a rien de plus embêtant que de voir son petit-neveu de 8 ans qui, lui, a 15 niveaux de plus que vous. Là, vous dites non, c'est moi l'adulte, je vais continuer. Il ne va quand même pas avoir 15 niveaux de plus que moi. Je suis un adulte, je sais réfléchir, je sais faire des probabilités. Bon, je vais continuer à jouer. Et vous fulminez intérieurement, mais bien sûr, personne ne doit le savoir. Parce que quand même, il ne faudrait pas avouer non seulement qu'on joue à Candy Crush, mais en plus que son petit-neveu a 10 niveaux de plus que soi. Pareil, quand on voit ses amis qu'on considère stupides ou qu'on considère plus stupides que soi, qui ont plus de niveaux que soi, on va se sentir dans l'obligation de continuer à jouer parce qu'il va falloir qu'on aille les dépasser. Et comme ils continuent à jouer et qu'ils continuent à vous dépasser, vous allez vous mettre des objectifs qui vont changer au fur et à mesure. Votre premier objectif, ce sera au moins d'atteindre ce niveau-là. Puis après, d'essayer de le rattraper. Mais comme il est irrattrapable, au moins, il va falloir réussir les mêmes niveaux que lui. Ou au moins, il va falloir réussir en moins de temps que lui, les niveaux sur lesquels il a bloqué. Enfin, vous allez vous mettre tout plein d'objectifs comme ça, qui vont changer au fur et à mesure de vos différentes rencontres, de ce qui va se passer dans votre vie. Mais ça, c'est très important. Parce qu'un jeu comme Candy Crush, pas grand monde n'y jouerait si on n'était pas justement dans cette compétition sociale-là, à voir les gens qui clignotent au-dessus de nous, très loin. Et donc ça, c'est très important. Parce que ce jeu-là, fondamentalement, il n'a rien inventé. Hein. C'est un principe juste de probabilité, d'abstraction spatiale, qui, pour le coup, travaille beaucoup de choses très intéressantes au niveau cognitif. Mais concrètement, on est tellement dans la frustration
que c'est extrêmement compliqué. Donc il faut expliquer aussi ça aux enfants. Parce qu'il y a des jeux qui sont sur le même principe, qui font travailler exactement les mêmes choses, mais qui sont gratuits, réellement gratuits, et qui n'utilisent pas toutes vos failles, en fait. Parce que ça, c'est vraiment du jeu qui tape sur vos failles. Et c'est potentiellement dangereux. Parce qu'il ne faut pas confondre justement le jeu qu'on paye, qui a été travaillé d'une certaine manière pour jouer, et le jeu qui vous considère, vous, comme un étendard publicitaire. Le jeu qui va vous faire clignoter de la pub toutes les 2 secondes parce qu'il est soi-disant gratuit, sauf que c'est vous le produit. Il y a un jeu qui s'appelle Journée, qui est incroyable, qui se joue sur PlayStation. C'est un jeu qui, sensoriellement, est magique. Le son est très beau, l'esthétisme, les visuels sont très beaux. Et c'est un jeu qui est totalement poétique, qui finalement symbolise la vie avec un chemin plus ou moins sinueux, plus ou moins tortueux, mais on peut jamais rien faire de négatif dedans. Tout est que du positif. Et en fait, on ne peut communiquer les uns avec les autres que par une bulle sonore qui fait un la, qui nous fait une petite bulle autour de nous et qui chante. Et on ne sait pas avec qui on joue. On ne peut pas chatter, on ne peut pas savoir avec qui on est en train de jouer. Mais en fait, il y a une cooptation immédiate qui se met en place. Justement, comme on ne peut pas se faire de mal, et bien finalement, hop, on n'est que dans le positif. Et quand on rencontre quelqu'un, et ben on va appeler au secours, on va se gronder parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, on va se remercier. Tout ça avec une seule touche qui fait une seule bulle et un seul bruit. Et en fonction de si on appuie dessus rapidement ou pas, l'autre comprend. Et là, on est dans quelque chose de génial, puisqu'on arrive à mettre en place une communication en métalangage absolu, avec une seule manière de faire qu'on arrive à comprendre, nous qui sommes dans une pathologie de la communication quand même ambiante, donc ça c'est assez incroyable. Et en plus, ce jeu-là, il permet à la fois une contemplation, à la fois de se balader, à la fois juste de rester en écoutant la musique, et quelqu'un pourrait mettre une narration dessus extrêmement belle, que ça aurait été un autre contexte. Comme on peut aller travailler justement les différents éléments positifs avec quelqu'un de dépressif ou de bipolaire parce que c'est un peu compliqué, comme avec un ado qui est en plein spleen, qui passe son temps à lire des bouquins un peu difficiles pour se sentir compris par un auteur. Si on le met sur un jeu comme Journée, il va aussi dépasser potentiellement quelque chose de son propre spleen dans lequel il est aussi peut-être en train de s'enfermer. Peu importe en fait comment la personne va se l'approprier. Ce qui est génial, c'est de se dire, il y a plein de jeux qui existent et on peut laisser jouer finalement plein de gens à ces jeux-là dans des contextes très différents qui vont nous apporter quelque chose de différent à chaque fois. Et en fonction de comment c'est encadré, de quel discours va aller avec. Est-ce qu'on est à 3 ou 4 autour de Journée en train de faire des choix ensemble, ou est-ce qu'on est tout seul face à son ordinateur en train de se faire vivre symboliquement quelque chose de très fort, ou est-ce qu'on joue à 2 parce qu'on a besoin à ce moment-là de renforcer quelque chose de duel, ou est-ce qu'on y joue dans un contexte pédagogique, est-ce qu'on y joue dans un contexte de conservatoire culturel musical parce qu'on va vouloir refaire l'orchestre de ce qu'on est en train d'écouter. On peut faire tout ce qu'on veut en fait avec les jeux, justement. Et le problème des jeux, c'est qu'aujourd'hui, ils sont classifiés d'une manière absconte en fait, qui est complètement... c'est à côté de ses pompes, réellement. Et Journée, il est conseillé à partir de 12 ans parce que la prise en main n'est pas forcément extrêmement simple, alors qu'un gamin de 5 ans jouerait à Journée, il serait ravi. Et il y a le logo peur dessus. Et c'est pour ça qu'il est conseillé à partir de 12 ans. Il y a l'araignée dessus qui est dessinée en pictogramme parce qu'à un moment, il y a un personnage qui vous fait tomber, qui montre juste que la vie n'est pas forcément facile tous les jours, mais qu'on a le droit de rebondir et de remonter, de continuer. Et c'est un message génial et positif. Et on ne peut pas mourir, se faire de mal ni rien. Mais comme à un moment, il y a un gros dragon, enfin bref, qui peut soi-disant faire peur, il y a le logo peur dessus. Donc il n'y a pas de loi sur ça. On n'a aucun jeu qui soit interdit au moins de 18 ans, contrairement en Allemagne, où c'est sous scellé, sous clé, c'est interdit, il faut une pièce d'identité, etc. Nous, on est dans le conseil, et aujourd'hui, on n'a qu'une seule norme, c'est PEGI. Et alors, on est enfin en train de commencer à comprendre un minimum qu'a PEGI qui permet d'être un indicateur. Déjà, au moins, on a des indicateurs. Tout n'est pas acheté là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'il y a des catégories qui ont été mises en place et que ces catégories-là nous donnent quelques éléments extérieurs et que nous, on va se les réapproprier et en faire ce qu'on veut.
Parce qu'après tout, c'est nous les adultes. Et c'est pas la loi qui va dire que... Il faut pas inverser la vérité générale. On a des indicateurs qui nous donnent des éléments de réponse. Et c'est à nous, après, de les déconstruire et de les reconstruire par rapport à ce qu'on souhaite faire. Le gros problème, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de jeux qui sont sur mobile et que PEGI ne s'applique pas. Et qu'au final, Apple Store a une classification particulière dans laquelle on n'a aucune obligation de mettre un âge minimum. Et qu'on a Google Play qui va avoir aussi sa catégorisation où il n'y a aucun âge minimum obligatoire. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des parents qui sont très en difficulté parce que non seulement ils ne comprennent pas les jeux, qu'en plus on leur a appris enfin au bout de 15 ans que PEGI existait, mais que c'est pas forcément terrible, mais que ça existe. Et maintenant, ils sont confrontés au problème que s'ils essayent de faire la démarche de trouver un PEGI ou quelque chose qui donnera un âge et d'aller s'intéresser, ils trouveront pas. Et qu'aujourd'hui, il n'y a aucun intérêt économique de la part de ces gros groupes à aller faire un filtrage cohérent, puisque sinon ça fermerait des contenus et comme les développeurs payent pour avoir une mise en avant, etc., il faut pouvoir faire de la mise en avant partout. Donc on ne fait pas de filtrage, on ne fait pas de catégorisation. Et aujourd'hui, si vous cherchez Blanche-Neige ou n'importe quoi sur l'Apple Store ou sur Google Play, eh ben, vous pouvez trouver aussi bien des trucs tout mignons, tout moches ou tout parfait, comme vous pouvez trouver du porno japonais. Et il n'y a aucune classification nulle part. Donc c'est là où, par exemple, on a Bibaps, qui est très bien fait, qui permet d'avoir de l'information et du contexte d'utilisation. Bibaps, c'est pour les applications. Ça permet d'avoir un retour d'expérience de la part du personnel de bibliothèque qui va avoir utilisé un certain nombre de jeux, qui va donc l'avoir utilisé avec une plus-value culturelle, parce que les médiathèques c'est bien, la bibliothèque c'est bien, le reste c'est le mal, et qui va surtout non seulement vous donner une notation, mais vous donner le contexte d'utilisation dans lequel ça a été employé, avec les plus et les moins finalement de ce contexte d'utilisation-là en particulier. Et c'est vraiment ça sur lequel moi j'attire votre attention, c'est dans quel contexte on est en train d'utiliser tel ou tel jeu. Est-ce que y a rien qui soit mal en tant que tel en fait. Ce qui est intéressant, c'est quand même de se dire, effectivement, si le gamin qui a peur du noir, il va chercher que des bouquins sur le noir, il va peut-être falloir arrêter un moment ce processus-là, ou peut-être essayer de questionner ça, ou de comprendre ce qu'il est en train d'essayer de chercher comme réponse, ou alors ce qu'il est en train de renforcer comme traumatisme. Mais c'est là où on a besoin d'adultes. Et même si c'est pas le rôle du personnel de bibliothèque ou de médiathèque de faire le psy, c'est pas forcément le rôle des parents de toujours tout comprendre non plus, mais on a besoin d'adultes, et d'adultes de confiance, à qui on peut poser des questions, avec qui on peut avoir un rapport de confiance et de dialogue, parce que les gamins, ils s'auto-congratulent, ils s'auto-régulent, ils se donnent tout plein de réponses entre eux. C'est génial, ils ont une manière en cooptation vraiment de se réguler qui est incroyable. Et ce qui est rigolo, et ça correspond un peu à la slide là que j'ai mise, c'est ils s'apprennent les choses entre pairs aujourd'hui, les gamins. Ils ont besoin d'être entre eux, de s'évaluer entre eux, de trouver leur propre place entre eux, justement, de ne pas avoir l'adulte qui est le référent tout puissant du savoir. L'adulte, aujourd'hui, pour un gamin, c'est un personnel ressource, à qui il peut s'adresser dans une continuité, qui va pouvoir l'aiguiller plus, qui va pouvoir, justement, censurer à un certain moment quelque chose, qui va cadrer, qui va lancer le débat. Mais les gamins, ils veulent se retrouver entre eux pour régler leurs problèmes. Donc on est effectivement dans une difficulté en termes d'évolution sociale aujourd'hui. Parce que finalement, on est en train de voir aujourd'hui tous ces gamins qui se retrouvent entre eux systématiquement dans les jeux vidéo, sur Facebook, etc., à régler leurs propres problèmes ou à s'évaluer entre eux. Ce qui correspond à la méthode Freinet qu'on avait pu mettre en place à l'école il y a beaucoup d'années, qui est très controversée et compliquée sur un certain nombre d'aspects, mais qui aujourd'hui est en train de revenir en force dans l'éducation nationale et partout, puisque aujourd'hui on ne peut plus transmettre de manière verticale. Un gamin à qui on explique quelque chose, tout de suite il va sortir son téléphone ou il va aller sur Google, il va vous remettre en question parce que Google aura dit autre chose ou que Wikipédia aura donné un autre élément ou qu'il va vous mettre en défaut sur quelque chose et vous perdez toute crédibilité. C'est extrêmement compliqué aujourd'hui de se positionner justement par rapport au savoir, par rapport à l'information, par rapport à cette manière justement d'appréhender
d'appréhender l'éducation. Et donc, les laisser entre eux, c'est quelque chose d'extrêmement important, je pense, aujourd'hui, parce qu'ils en ont besoin, qu'ils ont l'habitude de faire ça, qu'ils ont l'habitude de parler justement de leur propre situation douloureuse en groupe. Mais je crois que l'adulte est essentiel dans tous les cas, à un moment ou à un autre, parce qu'on ne peut pas laisser des enfants ensemble, c'est des enfants. Et qu'à un moment, considérer que les enfants, ils font, s'ils sont très nombreux, ça correspond à un adulte, non, ça restera des enfants entre eux. Hein. Donc, on est obligé de déconstruire toujours tout. Dès qu'on avance un élément, il faut faire l'avocat du diable, en fait. Parce que justement, aujourd'hui, on manque cruellement d'un juste milieu. Et on ne peut pas être dans un excès à laisser des gamins ensemble, tout comme ça, ou alors à interdire à ce qu'ils soient ensemble à jouer. Parce que dans un sens ou dans l'autre, en fait, ça n'a pas de sens. Et ce qui fait du sens, c'est justement de pouvoir transformer tout ça. Comme un gamin qui va regarder sur YouTube compulsivement ou sur Twitch compulsivement des vidéos de jeux vidéo ou des vidéos de tout et n'importe quoi, il va taper un mot-clé, le jeune, et pendant 14 heures, il peut regarder des vidéos sans qu'aucun adulte vienne faire tiers là-dedans, sans que YouTube ne vienne jamais proposer quelque chose de différent. Et à un moment, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Si l'adulte ne vient pas interférer dans ce processus-là pour changer juste un seul mot-clé, qu'il ait autre chose, pour expliquer que s'il veut regarder plein de vidéos sur YouTube, il a tous les documentaires Arte à sa disposition et qu'il y en a bien un qui va lui plaire, parce que même si c'est pas légal, justement, finalement, en tout cas, on a ce savoir-là à disposition, que on peut peut-être, si un gamin regarde tout le temps que des jeux vidéo sur YouTube, peut-être qu'on peut lui demander s'il sait comment c'est construit et regarder des conférences ensemble sur les métiers du jeu vidéo, comme ça lui il apprend et nous on apprend aussi. On peut peut-être aller acheter un livre sur l'exposition jeux vidéo qui explique comment la technologie a été faite et comment elle a évolué des années 80 à aujourd'hui. Peut-être qu'on peut l'emmener à une exposition pour qu'on puisse faire du passage à la réalité. Peut-être qu'on peut lui dire tiens, moi j'y connais rien, toi non plus, on va installer jeux vidéo maker ou je sais pas quel outil de création de jeux vidéo pour essayer de voir si finalement à deux on arrive à faire une création un peu sympa. On a tout plein d'applications qui permettent de faire des défis ludiques où le parent peut créer son propre défi ludique pédagogique pour son enfant. Aujourd'hui on peut tout faire en fait. Le tout, c'est simplement de se sentir légitime et en confiance par rapport à tout ça et de se dire j'ai le droit de faire ça. J'ai le droit aussi à un moment de faire tiers. J'ai le droit de faire autre chose, de proposer autre chose. Ça ne veut pas dire que j'ai raison, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait que ça comme solution. Mais en tout cas, on fait toujours ce qu'on peut, encore une fois. Et il faut, je pense, qu'il y ait un intermédiaire, à un moment ou à un autre, quand même dans tout ça, et qu'on fasse de la transférabilité. Parce que rester à tourner en boucle sur du rien, ça va pas. Et un gamin qui joue que à des jeux vidéo indépendants, mais qui compulsivement en teste des milliards et qui finalement n'en tire aucune expérience, ce sera pas forcément bon non plus. Un gamin qui va s'enfermer dans les livres qui sont pour son âge, qui sont bien calibrés pour lui, mais qui toute la journée ne fait que ça, ne parle à personne, vous parle pas, et qui lit jusqu'à 4 heures du matin et qui mange pas, il aura un problème. Même si c'est du livre. Donc voilà, l'excès n'est jamais bon dans tous les cas en fait. L'excès, il vient montrer quelque chose d'une souffrance. L'excès, il vient montrer du symptôme quelque part. L'excès, il vient en tout cas remettre en question quelque chose. Et dans tous les cas, rester enfermé sur un même processus, ça peut pas être productif. Et l'enfant se rend pas forcément compte de ça et il n'a pas les clés de compréhension. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'un gamin de 6 mois, il sait utiliser une tablette. Parce que le principe cérébral, c'est quoi ? C'est qu'un truc qui clignote, notre cerveau, il a besoin de toucher, donc le gamin, il touche. Mais moi, j'ai déjà fait jouer à mon chat à Candy Crush, et ça marche. Parce que le cerveau du mammifère, quand il voit un truc qui clignote, il a besoin de toucher. Donc le chat, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait comme ça avec sa patte, ça fait des combinaisons, ça marche. Sauf que le chat, qu'est-ce qu'il fait ? Après, il retourne la tablette, il se met en dessous, il ne comprend pas où ça a disparu. Parce qu'il n'a pas la capacité de comprendre que c'est un écran. L'enfant, il a à la rigueur cette possibilité-là. Mais c'est leur prêter un savoir qu'ils n'ont pas, en fait, de considérer qu'ils savent faire parce qu'ils savent faire. C'est pas parce que
de manière innée et d'un point de vue psychomoteur, ils savent faire, qu'ils comprennent ce qu'ils sont en train de faire. Et donc c'est là où l'adulte, il a vraiment l'obligation finalement de venir à un moment expliquer, mettre des mots sur une situation, couper une situation, voilà, expliquer ce qui est en train de se passer, expliquer la technique sous-jacente, expliquer que oui, c'est pas parce que quand on appuie sur un mail, ça s'envoie dans les nuages. C'est quoi les nuages? C'est quoi le cloud? C'est quoi? Il faut que les gamins puissent comprendre tout ça. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans un espace-temps qui est complètement bouleversé, qui n'a plus aucun sens pour personne. Et il faut pouvoir leur expliquer aux gamins toutes ces règles physiques qui sont condensées finalement en termes d'espace-temps. Parce que quand on appelle quelqu'un à l'autre bout du monde et qu'on peut le voir en vidéo conférence immédiatement alors que l'autre est au Japon et qu'on n'a même pas de laps de temps en termes de voix, ça fait peur quand même. Et au niveau de la physique, on est contre les lois physiques là, hein, parce qu'on est dans quel espace-temps? Donc justement, c'est là où, comme on est face à des questions qui sont extrêmement complexes pour nous-mêmes, il faut bien se rendre compte que pour un enfant, le numérique, c'est très compliqué, que le numérique, c'est pas automatique, que justement, le numérique, c'est génial parce que ça a un potentiel vraiment incroyable pour pouvoir faire tout plein de choses, pour de la médiation, pour travailler sur tout plein de problématiques scolaires, pour des problématiques liées à la difficulté d'apprentissage. Aujourd'hui, la tablette, c'est quelque chose qui aide beaucoup les gamins qui sont dyspraxiques, dysgraphiques, dyslexiques, etc. Parce qu'ils ont une autre manière de pouvoir appréhender le livre. Ils peuvent grossir les lettres, ils peuvent le toucher en même temps. Donc, comme il y a une action conjointe, finalement, ils vont réussir à lire ce qu'ils n'auraient pas pu faire avec un bouquin. Le fait de ne pas voir le nombre de pages défilées, qui peut être extrêmement angoissant, va faire que finalement des gamins vont lire des pavés de 800 pages sans même s'en être rendu compte. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont en train de se passer, qui sont très nouvelles, qui permettent aussi vraiment de lutter contre beaucoup de choses très compliquées qui peuvent parfois nous dépasser. Mais le tout, je pense que c'est d'y plonger, en fait, tout simplement. Et de ne pas considérer que comme c'est du numérique, c'est différent de nous et c'est loin de nous. Parce que justement, le problème, je pense, c'est vraiment ça, en fait, c'est de considérer que comme c'est du virtuel ou du numérique, on n'a pas besoin d'aller dedans, que comme c'est Internet, c'est le mal et on n'a pas besoin d'aller dedans. Alors que qui est-ce qui fait Internet? C'est nous. Qui est-ce qui écrit dans Wikipédia? C'est nous. Et si Internet, on le trouve débile, ben remplissons-le avec des choses intelligentes. Dans les exemples de serious game qu'on va pouvoir trouver, qui sont justement conçus pour être utilisés dans un contexte pédagogique ou thérapeutique, on va avoir ce type de jeux qui sont pas forcément géniaux, hein, parce que bon, ils sont très très critiquables tous ces jeux. De toute façon, dès qu'il y a une plus-value initialement conçus pour, en fait, ils sont souvent chiants, en fait, hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais en tout cas, ça permet d'avoir un angle d'attaque de certaines situations avec un apprentissage intégré à la situation où les gamins se rendent compte par eux-mêmes de ce qui est en train de se passer et ils n'ont pas juste le discours de quelqu'un qui leur dit de manière toute puissante ça donne ça ou ce que tu es en train de faire aura telle conséquence. Là, ils expérimentent eux-mêmes de manière pragmatique justement les différentes situations auxquelles ils peuvent être confrontés et c'est là où c'est extrêmement intéressant parce que c'est le corps qui est engagé, donc il y a une trace mémorielle. Comme on est en train d'expérimenter une situation, le message, il est intégré vraiment profondément. Donc c'est intéressant, quoi qu'il en soit. Après, on va avoir des jeux, j'ai juste mis quelques petits exemples comme ça de jeux de prévention. Mais ce jeu-là, par exemple, il a été développé par la ville de Nantes et c'est un jeu pour lutter contre l'alcoolisme chez les jeunes. Et là, pareil, c'est un jeu qui permet en fait d'expérimenter toutes les situations possibles liées à l'alcool. Et ce jeu-là, il n'est pas du tout fermé. Il va nous pousser en fait à consommer de l'alcool. Et plus on va consommer de l'alcool, plus on va dire n'importe quoi, plus on va les draguer, plus on va se retrouver dans des situations un peu aberrantes. Mais justement, c'est ça qui fait tout l'intérêt de ce jeu-là, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller le faire dans la réalité pour voir ce que ça donne. On a le droit d'utiliser justement un jeu vidéo pour soit se dire non, aujourd'hui je suis coincé, comme diraient les jeunes, je ne bois pas, et puis de voir ce que ça donne, et finalement on s'ennuie, alors ça va pas du tout, donc ça c'est quelque chose qui doit se travailler justement d'un point de vue éducatif. Pourquoi est-ce qu'on s'ennuie si on ne boit pas? Est-ce que c'est normal de penser ça? Est-ce que c'est normal de dire ça? Et pareil, on va se retrouver bourré dans une fontaine à pas avoir pu mettre en place
son objectif initial, à savoir qu'on est un détective et qu'on est censé faire une enquête. Et au final, comme tout le monde vous propose de l'alcool, vous vous retrouvez dans des situations très compliquées. Et à chaque fois, il y a une fille qui vient vous demander si vous pouvez lui payer un verre. Et puis finalement, pour le besoin social, vous désinhibez. Pour vous désinhiber et réussir à parler à quelqu'un, vous allez boire un verre de plus, etc. Et ça fait travailler vraiment tout plein de choses qui sont très intéressantes. Et c'est pas forcément très bien de jouer à ce jeu ensemble, pour le coup. C'est bien de pouvoir laisser le jeune jouer à ce type de jeu tout seul et de voir derrière quel discours il va pouvoir en tirer. Parce que si on y joue ensemble, en fait, il fera pas les mêmes choix. Et il va vouloir faire comme si il était parfait. Or, le but, justement, c'est de le laisser aller un peu dans des choses extrêmes et excessives, parce que c'est mieux qu'il le fasse dans un jeu que dans la réalité. On a un autre jeu qui est pas mal. Alors, c'est pas vraiment un jeu, en fait, c'est plus un outil de simulation. C'est un énorme œil, comme ça, qui fait un peu peur. C'est canadien. Alors, malheureusement, les 3/4 des serious games qui sont géniaux, ils sont canadiens. Donc, en fait, ça envoie pas sur les bons liens, parce que ça envoie pas sur l'orientation professionnelle française, donc c'est fâcheux. Mais ce jeu-là, il a un vrai intérêt, parce qu'en fait, à chaque fois, vous cliquez sur n'importe quelle drogue, et ça, l'œil se comporte exactement comme quelqu'un se comporterait sous telle ou telle drogue. Donc, si vous mettez du cannabis dans l'œil il devient tout rouge et tout mou, et il parle comme ça. Et puis après, si vous lui mettez de la cocaïne, il devient paranoïaque, il essaie de se retourner, il a les vaisseaux complètement éclatés, la pupille qui se dilate. Enfin, ça vous permet vraiment de savoir exactement, finalement, auprès de l'outil de simulation, quelles sont les différentes conséquences. Alors là, pour le coup, on n'a pas d'objectif, on ne perd pas, on ne gagne pas, c'est plus de la simulation. Mais c'est assez intéressant de pas juste montrer à un gamin une brochure en disant voilà, ça va donner ça, parce que même nous-mêmes, on n'est pas convaincus, quoi. Donc voilà. Après, on va avoir des jeux comme Imagana, qui sont des jeux à partir de 15 ans, mais il n'y a pas d'âge minimal, mais à partir de 15 ans, parce que l'illettrisme, c'est à partir de 15 ans. Et c'est un jeu, il est pas forcément terrible, comme beaucoup de serious games, malheureusement, encore une fois, mais c'est le fait que ce type de jeu existe et qu'au fur et à mesure, il va peut-être se développer aussi avec d'autres choses. Mais ça permet juste de pouvoir appréhender la lecture autrement, de ne pas se sentir en échec face à une situation X ou Y, parce que finalement, l'illettrisme, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué à aborder, que se rendre compte que quelqu'un ne sait pas lire, la personne, elle a tellement compensé autrement que, des fois, c'est compliqué, ils arrivent vraiment à nous leurrer aussi. Donc, voilà, il y a des jeux qui peuvent exister, qui ne sont pas forcément très très bien en termes de résultats, mais en tout cas ça le mérite d'exister. Et dans les jeux, par contre, en termes de français, je l'ai pas mis, mais il y a Projet Voltaire qui est lui, et c'est incroyable ça, Projet Voltaire. Alors par contre, c'est du très très haut niveau de français. C'est vraiment grammaire, orthographe, sur des points de détail. C'est du très haut niveau, mais c'est très très bien fait. C'est vraiment génial. Moi, j'adore cette initiative-là, donc Projet Voltaire, en termes de littérature et d'orthographe. Elle est en application, et là, ils sont en train de sortir une application collaborative aussi. Alors, on a le droit à 2 tests gratuits. Le reste, malheureusement, c'est payant. Mais en tout cas, ne serait-ce que sur les 2 tests gratuits, ça permet d'avoir quand même une certaine idée de son niveau de français en termes de précision, vraiment, et de savoir à quel endroit sont nos failles. Et les exercices sont très bien faits, parce que derrière, on a du test-retest, de l'explication, on a des petites étoiles qui apparaissent au fur et à mesure pour montrer la progression dans les questions, pour pas qu'on se sente trop tyrannisé par le fait que c'est à n'en plus finir. Et on a l'impression de gagner des badges. En fait, oui, tu sais faire la différence entre ça, CCDI-A et CCDI-A accent. Super, tu as gagné des points d'expérience. Bon, dites-moi quel jeu pourrait vous faire ce type de retour, à part Projet Voltaire. Bon, et après, juste pour terminer sur les serious games, il y a des choses qui sont géniales. Et ça, toujours pareil, c'est dans la créativité. C'est juste un exemple de ce qui peut se faire. Mais dans les collèges, de plus en plus, on voit des associations ou des profs avoir envie de faire des serious games tous ensemble. Alors, on va avoir des choses totalement pluridisciplinaires et transdisciplinaires qui peuvent se mettre en place comme ça, avec par exemple un serious games de mathématiques.
dont les exercices vont être créés en heures de mathématiques. La narration du jeu va être écrite et la scénarisation en français. La musique va être créée en éducation musicale, les graphismes vont être créés en art plastique, les différents chapitres du jeu vont être créés en histoire avec les différentes périodes historiques qui seront au programme, etc., etc. Et en heure de technologie, on va computer tout ça, on va intégrer, on va créer le jeu, et en heure de vie scolaire, on va parler tous ensemble de ça. Et on va avoir des gamins à la fin de l'année, et c'est beaucoup pour des sixièmes, parce que les sixièmes sont très perturbés quand même par le point de passage entre le prof tout seul et puis les 15 profs, les changements de classe, les changements de salle, etc. Ça leur donne une vraie continuité éducative. Parce que le fait que toute une équipe scolaire se retrouve ensemble à apporter une continuité, à montrer qu'il y a une cohérence aussi entre les profs, entre les messages, entre les salles de cours, et qu'on n'est pas juste à passer d'un point à un autre, mais qu'on est sur une vraie volonté globale éducative, c'est très très rassurant. Et à la fin de l'année, on a des gamins qui sont ravis de jouer compulsivement à leur jeu de mathématiques qu'ils ont fait eux-mêmes, ravis de montrer leur jeu à leurs copains, à leur famille, etc. Et on n'a jamais vu autant de gamins aimer les exercices de mathématiques qu'une fois qu'ils ont fait ce type de choses. Donc on est aussi sur des leviers qui sont incroyables en fait avec ce type d'outils vidéoludiques. Ça n'appartient qu'à nous, juste de décider que un jour on a envie de mettre en place quelque chose comme ça. On a envie de voir ce qu'ils ont dans le ventre. Les gamins aussi, ils veulent jouer à des jeux vidéo, mais est-ce qu'ils sont capables d'en créer? Est-ce que derrière il n'y a pas des explications techniques intéressantes? Est-ce qu'il n'y a pas un message pédagogique très fort à faire passer aussi. Là, juste petit exemple, je terminerai sur cet exemple. J'ai un ami qui, dans les collèges, en lycée professionnel, avec donc des jeunes qui sont un petit peu en difficulté, va utiliser les Sims pour faire de la prévention liée au sida. Et ils vont faire des clips, en fait, tous ensemble. Il va pousser les jeunes à aller se mettre dans des situations à risque dans le jeu. Donc, ils vont tous rigoler ensemble, en parler, mais ça permet déjà qu'on en parle, qu'on discute, qu'on fasse de la prévention, finalement, malgré soi. Parce que c'est quand même assez difficile d'aborder le sujet de la sexualité, finalement, avec les jeunes. Là, ils le font un peu malgré eux. Et derrière, ils vont faire des bulles narratives, ils vont écrire ensemble des bulles de scénarisation pour pouvoir faire un clip qui va permettre de faire passer un message à quelqu'un d'autre. Donc on peut aussi, à travers les jeux vidéo, faire un petit peu tout ce qu'on souhaite. Donc voilà, les avantages du numérique, c'est vraiment l'immersion, le fait qu'on soit totalement dans une situation, l'interactivité, l'apprentissage intégré, comme je vous disais, parce que finalement, comme ça passe à travers le corps, etc., on est on est dans un apprentissage qui se fait totalement malgré nous, et on apprend des compétences tout le temps et on développe des capacités cognitives permanentes. Et donc en conclusion, il faut vraiment s'approprier le numérique. Donc je passe ça. Faut s'approprier le numérique et l'expérimenter. Parce que de toute façon, tant qu'on ne l'expérimente pas et qu'on ne se l'approprie pas, on passe à côté de quelque chose. Et malheureusement, le numérique étant quelque chose de très spécifique qui tape sur toutes nos limites, parce qu'on est dans l'illimité permanent, dans l'immédiateté permanente, dans la gratification permanente, et en même temps dans l'incompréhension permanente de tout ça, si on ne se laisse pas piéger soi-même, si on ne tombe pas nous-mêmes dans certaines situations complexes pour nous-mêmes à gérer, si on ne se fait pas avoir par un certain nombre de mécaniques, on ne saura pas comment protéger l'autre. Et malheureusement, il n'y a pas de kit prêt à l'emploi pour tout ça. C'est comme être parent. On peut dire tout ce qu'on veut et avoir des super discours bien géniaux sur ce qu'est la parentalité. En vrai, il n'y a pas de kit prêt à l'emploi. On fait toujours ce qu'on peut en fonction de ce qu'on est, en fonction de ce qu'on a vécu et en fonction de notre passé, de nos expériences. Et si on n'a pas expérimenté le numérique, on ne peut pas poser un cadre cohérent. Si on ne s'est pas soi-même fait piéger, comme je disais il y a 2 secondes, on ne peut pas réussir à savoir comment protéger un enfant de telle ou telle situation. Si soi-même on n'a pas été pris dans une partie compulsive de Tetris à vouloir recommencer, ou si on n'a pas été pris à vouloir faire 100% de statistiques sur Spider Solitaire sur Windows, on ne saura pas ce que c'est d'avoir besoin de recommencer, de persévérer, etc. Donc pour pouvoir vraiment accompagner et guider, il faut impérativement s'essayer à ces outils-là et ne pas forcément se forcer
à utiliser des outils dans des contextes que les autres utilisent, parce qu'on a le droit de ne pas être à l'aise avec tel ou tel outil, d'en utiliser d'autres. On a le droit d'avoir chacun aussi notre manière de s'approprier toutes ces choses-là. Il y en a qui seront à l'aise sur console, d'autres sur PC, d'autres sur tablette, d'autres sur smartphone. Il y en a qui feront passer des messages numériques avec un papier et un crayon. Peu importe en fait. L'essentiel, c'est de faire, encore une fois, de la transférabilité vers le réel et de se rendre compte que tout ça, c'est pas décloisonné. Qu'on est dans une continuité, que le numérique, c'est l'humain qui l'a créé, que la conséquence sur l'humain, elle est réelle, que la réalité, en fait, elle est aussi dans le virtuel, hein, que quand on parle à quelqu'un sur Facebook, c'est notre vrai corps et leur vrai corps en face, qu'on a vraiment quelqu'un en face de nous. Et donc, il y a un vrai impact, il y a des vraies conséquences. Il n'y a pas plus de pédophiles sur Internet que dans la réalité. Hein, sauf que dans la réalité, on apprend aux gamins à ne pas accepter de bonbons des inconnus. Bah, si on ne fait pas pareil sur Internet, on ne joue aucun rôle éducatif. Donc malheureusement, si on ne considère pas que c'est la même chose et qu'en fait c'est nous, humains, qui nous retrouvons ensemble mais derrière des écrans, bah, on passe complètement à côté de tout ça. Donc voilà, appropriez-vous les outils et faites ce que vous pouvez. Et on n'a pas le temps pour des questions, donc contactez-moi.